Les animaux émettent des sons pour communiquer entre eux avec l'environnement. Ce n'est pas un message symbolique, cependant, mais le plus orienté objet. Les sons émis par les animaux sont des expressions délibérées, mais ce sont simplement des sons physiologiques stockés dans les gènes. Pendant ce temps, en plus de ce son, l'homme émet également des sons complètement symboliques. Plus, il émet principalement de tels sons. Bien entendu, l'émission de ces sons, doit être précédée de l'émission électromagnétique du cerveau. Ceci, à son tour, est perçu par le neurone de la parole du cerveau. Ici, le code contenu dans l'émission des ondes cérébrales est lu, puis le neurone approprié des champs de pensée parole dans le cerveau envoie une impulsion aux cellules nerveuses innervant le muscle du larynx, de la bouche, de la langue, qui a appris à changer de forme pour que les mots adéquats puissent sonner dans la bouche humaine et pour les prononcer. La dimension symbolique ne résulte donc ni de l'angoisse, ni des émissions délibérées d'ondes électromagnétiques du cerveau. Les animaux peuvent le faire aussi. Cette dimension est née seulement après que l'homme ait maîtrisé les codes symboliques. Théoriquement, les animaux pourraient également maîtriser un tel code avec leur cerveau, sans plus de difficultés que les personnes dans leur premier stade de développement. En d'autres termes, les singes anthropoïdes ont élaboré un accès à la dimension symbolique par la parole. Et le mot élaboré est tout à fait approprié ici. Comme il y a 20 millions d'années, l'accès au don de la parole nécessite aussi aujourd'hui un travail incroyable depuis la naissance jusqu'à la fin de l'enfance, voire plus. Le discours a créé la dimension symbolique. Le discours a permis à l'homme d'entrer dans la dimension symbolique. Les animaux n'ont pas développé cette compétence et restent donc en dehors du monde symbolique. Alors, une autre question se pose. Pourquoi l'homme parle-t-il et les autres animaux ne le font pas? L'anatomie du cerveau et de l'appareil vocal des animaux n'est pas un obstacle. Alors, où est-ce? La réponse est étonnamment simple. D'autres animaux, au cours de l'évolution, n'ont pas développé un système de communication aussi étendu que les êtres humains, un système que nous appelons le discours, parce qu'une telle compétence, en particulier très développée, n'était pas nécessaire à leur survie. Ils ont développé d'autres compétences. Donc, si nous réfléchissons attentivement, nous pouvons facilement arriver à la conclusion que le discours n'était pas non plus nécessaire à la survie des primates humains ou de l'homme lui-même. Dès le début, pour les singes dont nous sommes ici, ce n'était qu'une sorte de jeu, un jeu qu'ils appréciaient, moins contrairement aux autres espèces de singes. La parole humaine est apparue en quelque sorte en marge de l'évolution et n'y joue aucun rôle du point de vue de la nature. Vous pourriez dire que les autres animaux étaient trop sérieux pour jouer dans quelque chose d'aussi frivole que le discours. Les singes dont nous venons sont devenus les ancêtres de l'homme en raison de la tendance et de la volonté de jouer plus gros que chez les autres animaux. Un système de communication efficace, et avec le temps de plus en plus efficace, a très bien servi un tel plaisir. Si nous regardons les jeunes et les plus jeunes des mammifères les plus divers, ils ont une chose en commun, leur désir effréné et infatigable de jouer. Donc, ce n'est pas seulement une caractéristique de l'espèce humaine, mais notons la différence de comportement des gardiens de ces enfants ludiques chez l'homme et chez d'autres espèces de mammifères. Chez l'homme, chez les humains,
La grande majorité des soignants jouent à ce jeu. Ils considèrent que jouer avec de petits enfants est naturel et convenable. Ils permettent même aux jeunes individus d'accéder à des jouets et à d'autres formes de jeux. Donc, il y a toute une culture de l'éducation à travers une pièce de théâtre chez l'homme, à travers le jeu. D'autres mammifères ne connaissent pas une telle attitude. Les juvéniles animaux ont tout aussi faim pour une pièce de théâtre, pour jouer que les humains, mais ils ne rencontrent ni coopération de la part de leurs frères plus âgés et de leurs parents. Et l'absence de cette forme d'éducation, qui chez l'homme est même devenue une culture d'élevage à travers une pièce de théâtre, fait passer rapidement l'enfance des animaux à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, on n'arrête pas de jouer avec des jouets parce qu'on devient des adultes. Nous devenons adultes parce que nous arrêtons de jouer avec des jouets. Le secret du succès écrasant de l'espèce humaine dans l'évolution de la nature est incroyablement trivial. Étant des descendants de singes, nous sommes devenus les seigneurs de la terre entière, la contrôlant de toutes les manières possibles, non pas grâce à une intelligence unique, car de nombreuses espèces animales semblent être encore plus intelligentes que nous. Nous sommes devenus les seigneurs de la terre grâce au fait que nous sommes les plus joueurs de tous les singes. Nous sommes les plus drôles de tous les animaux. Nous sommes simplement des animaux qui adorent jouer. Et une pièce de théâtre est l'élément le plus important de notre vie depuis le moment de la conception jusqu'à la fin de l'âge. Et le discours se développait lorsque les individus de l'espèce humaine ont joué les uns avec les autres. C'était ainsi, et il en est aussi. Ceux d'entre nous qui, depuis le plus jeune âge, montrent une volonté accrue de jouer et surtout ont de bonnes conditions pour jouer avec les autres, commencent à parler plus rapidement, à s'adapter et à devenir autonomes et réussissent dans tous les domaines de la vie. Parce que tout ce qu'ils font est amusant et personne n'a peur de ce qui est amusant. La santé physique et mentale d'une personne est également proportionnelle au désir de jouer. C'est comme ça. Nous venons d'un singe si heureux et on jouait. Tout ce qui contredit l'humeur ludique d'une personne lui est préjudiciable et conduit à la stagnation intellectuelle et à la régression ultérieure. Plus d'une fois, nous entendons, ou peut-être même, espérons-le, répéter la phrase en jouant, nous ne vieillissons pas. Nous ne réalisons même pas à quel point cette affirmation est fondamentale, à quel point elle est vraie depuis les origines même de l'espace humain. Les anthropologues et les chercheurs de la civilisation humaine doivent réécrire notre histoire. Car si vous écrivez l'histoire des gens sans comprendre leur nature la plus fondamentale et la volonté d'inertie primaire de l'évolution humaine, qui était une pièce de théâtre, vous ne pouvez pas écrire une histoire de l'évolution humaine et de la civilisation proche de la vérité. En tant que genre ludique, tout ce que les humains ont fait et créé au cours de l'histoire a été fait à l'image d'une pièce de théâtre. La civilisation humaine, pourrait-on dire, son crainte est basée sur un système de jeu. Le discours humain en est le meilleur exemple. Pourquoi l'espèce humaine parmi tous les animaux est-elle la plus désireuse de jouer? Le fœtus humain joue déjà clairement avec ses membres. Les autres jeunes bébés sourient à l'offre de jeu et en jouant avec eux, on trouve rapidement un langage commun. La période
de la petite enfance, c'est presque un jeu constant toute la journée. Vient ensuite la période scolaire. Les enfants qui trouvent la possibilité d'un jeu passionné traversent cette période avec joie et passion. Et en passant, ils peuvent maîtriser beaucoup de compétences symboliques telles que l'écriture, la parole, la pensée logique. Beaucoup d'enfants, malheureusement, ne passent pas un bon moment à l'école. Le plus souvent, c'est la faute d'un système scolaire rigide auquel un enfant doit s'adapter et non l'inverse. C'est un énorme inconvénient du système scolaire général. Ce serait mieux si chaque enfant avait un système éducatif personnalisé et pouvait toujours s'y amuser. Le système scolaire universel contemporain est une relique des époques révolues, des époques où aucune question n'était posée sur la psyché humaine et encore moins sur son développement. En pratique, l'idée d'école est restée inchangée depuis ses débuts dans un passé lointain où son rôle était compris comme un lieu de bourrage de savoir dans la tête. Et depuis le tout début, ce n'était pas ni n'allait jamais être un lieu de divertissement. Au contraire, le corps a toujours été fier, et continue probablement de l'être, d'être un lieu de sérieux. Malheureusement, ce paradigme erroné a causé des dommages si catastrophiques à l'humanité qu'il est difficile à quantifier. Depuis la première école, le réflexe de jeu le plus sain des enfants est émoussé pour rien. Ils sont obligés, bien des années trop tôt, d'arrêter de jouer. La pression mentale et toutes les manipulations mentales sont utilisées pour éteindre leur sain réflexe de jeu et en faire le destinataire le plus passif possible des programmes dits scolaires. Bien entendu, un tel modèle d'enseignement n'apporte aucun effet sur le long terme car l'enseignement passif ne peut jamais apporter d'autres résultats. Le seul enseignement efficace est l'apprentissage actif, c'est-à-dire l'enseignement qui répond à la curiosité et à l'activité naturelle de l'enfant. Et l'activité naturelle d'un enfant est une activité ludique. Et ici, le cercle se ferme, parce que le système éducatif universel n'a pas la capacité de suivre l'activité ludique individuelle de chaque enfant et devient donc de facto un système de limitation du développement de l'enfant. Si un tel système n'était pas surprenant au Moyen Âge, à l'époque de l'esclavage de l'humanité, pour un groupe de seigneurs au pouvoir qui refusaient le droit au développement à leur sujet, il est surprenant qu'à l'époque moderne, soi-disant démocratique, proclamant la liberté de l'individu, le système scolaire médiéval est resté à peu près le même, et les mêmes effets. Les années d'enfance gâchées, et quelque chose d'encore pire. Je crois que la brutalité avec laquelle, depuis des temps immémoriaux, l'instinct de jeu humain a été émoussé dans le processus de la soi-disant éducation est la source des pires malheurs de l'humanité qu'elle a éprouvé. Dans le cas de la majorité des enfants, pour lesquels la mise en œuvre de la soi-disant obligation de scolarisation signifie la suppression quotidienne de tous les réflexes de jeu spontanés et pro-développementaux, après une période plus ou moins longue, il en résulte une suspension du développement mental. Au début, un soi-disant enseignant attire l'attention des parents inquiets sur le fait que leur enfant est impoli et inattentif. Au lieu de faire ce que l'enseignant dit, l'enfant a ses propres idées amusantes pour passer du temps à l'école. Un tel enfant est quotidiennement pendant des heures soumis à une pression plus ou moins agressive de la part des soi-disant enseignants qui tentent de supprimer le réflexe ludique sain de l'enfant. Après tout, un enseignant ne pourrait pas mettre en œuvre le programme scolaire avec 30 enfants se consacrant librement à leur réflexe de jeu, chacun à sa manière. Les effets d'un tel harcèlement d'enfants sont terribles.
Une communication perturbée avec l'environnement, causée par l'attitude agressive de l'enseignant, elle bloque le comportement spontané et correct de l'enfant, conduit au développement du trouble anxieux. Naturellement, l'enfant cesse également de se développer correctement mentalement, car la seule façon de se développer est en jouant. Moins de jeu signifie un pire développement de l'intelligence de l'enfant.